C'est une question qu'on me pose souvent, voire très souvent. Et tout ce qui va suivre concernera aussi bien la phytothérapie que l'aromathérapie, puisque vous le savez, je pratique les deux. Mais avant de développer, je dois préciser que le métier d'herboriste n'existe plus en tant que tel. On entend souvent dire que le diplôme d'herboriste a été supprimé en 1941, mais en fait il n'y a jamais eu de diplôme d'herboriste, juste un certificat. Et c'est ce certificat qui a été supprimé en 1941. À partir de cette date, la fonction d'herboriste ne peut être exercée que par une personne diplômée en pharmacie. Si vous voulez vous plonger dans l'histoire de l'herboristerie, je vous encourage à lire le livre d'Ida Bost, Les herboristes au temps du certificat, qui synthétise ses travaux de recherche pour sa thèse sur les herboristes. Si la certification a disparu, l'enseignement de l'herboristerie, lui, a continué de se transmettre puisque de tout temps, des personnes ont été intéressées par le savoir des plantes médicinales. Donc si on ne peut pas devenir herboriste, que peut-on devenir si on n'a pas fait d'études en pharmacie ? Si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez qu'en introduction, je marque herbaliste dans mon bandeau de présentation. C'est également ce que je mets sur ma carte de visite. C'est une façon pour moi de contourner le fait qu'on ne puisse pas dire herboriste. Et comme rien d'officiel n'encadre l'appellation d'herbaliste, on peut mettre beaucoup de choses derrière ce mot. Une personne qui aurait appris ou connaîtrait simplement quelques propriétés des plantes médicinales pourrait se dire herbaliste. Pour ne pas simplifier les choses, le public n'a pas forcément d'idée précise de ce qu'est un herbaliste, et chaque personne en a des attentes bien différentes. À l'époque du certificat, les herboristes avaient pour principale fonction celle de préparer les mélanges formulés par un médecin. Ils devaient donc savoir reconnaître les plantes, connaître les propriétés principales, les précautions d'emploi et contre-indications. Bien souvent, leurs compétences étaient bien plus larges que ça, incluant le conseil et une certaine capacité à poser un diagnostic. De manière non officielle bien sûr, puisque le diagnostic est réservé aux médecins. Et aujourd'hui, c'est encore vrai, seuls les médecins sont habilités à poser un diagnostic. Donc, que peut-on attendre d'un herbaliste ? En général, nous sommes sollicités pour préserver la santé et l'améliorer, gérer la bobologie du quotidien, retrouver la santé, accompagner les maladies chroniques, gérer le stress et le sommeil par exemple. Bien évidemment, dès qu'on parle de maladie, en dehors de la bobologie du quotidien bien sûr, notre action ne commence qu'après la pose du diagnostic par le médecin. Et en aucun cas, nous sommes habilités à demander à une personne d'arrêter son traitement. Le fait qu'une personne qui vienne nous voir ait déjà un traitement n'est pas un problème en soi, car on pourra toujours l'accompagner avec des choses compatibles. Et en cas d'amélioration, c'est le médecin qui décidera l'arrêt ou la réduction du traitement. Maintenant qu'on a cadré la chose, je vais répondre à deux questions. Comment devient-on herbaliste ? Et ensuite, que peut-on faire une fois formé ? Pour se former, l'idéal est d'intégrer une école spécialisée dans les plantes médicinales, comme l'école des plantes de Paris ou l'école des plantes de Lyon. Mais compte tenu du coût des formations, je vous conseille de commencer par une petite formation ou un stage pour voir si ça correspond bien à votre envie, car je peux vous assurer que les abandons en cours de route ne sont pas rares compte tenu du volume de travail à fournir. Pour ma part, avant d'intégrer l'école des plantes de Paris, j'ai fait un stage d'une semaine avec François Couplan, un spécialiste mondial de l'ethnobotanique, et une fois mon envie confirmée, je me suis inscrit à l'école des plantes de Paris pour 3 ans. Tout à l'heure, je vous disais qu'on pouvait mettre beaucoup de choses derrière le mot herbaliste. Et avant de voir ce qu'on apprend à l'école des plantes, je vais cadrer mon propos en donnant ma vision des choses, ce que je mets derrière ce mot, et donc comment je définis mon activité. Quand on fait du conseil, on est évalué par la qualité des conseils qu'on donne. Mais pour fournir un conseil de qualité, on ne peut pas se limiter à connaître les propriétés des plantes médicinales. C'est un prérequis, mais ce n'est pas suffisant. On a tendance à limiter le savoir de l'herbaliste à sa capacité à dire quelles plantes ou quelles huiles essentielles sont indiquées dans telle ou telle situation, mais notre métier n'est pas d'utiliser un tableau qui pour une pathologie indiquerait les plantes ou les huiles essentielles adaptées. Si c'était le cas, il n'y aurait pas besoin de faire d'études. Et en plus, cette façon d'agir exclut l'élément le plus important, c'est-à-dire la personne qui nous consulte. Le conseil doit être adapté à la personne et pour ça, il est important d'avoir des bonnes connaissances en anatomie, en physiologie, en pharmacognosie, en chimie et j'en passe. Notre métier est de fournir le conseil le mieux adapté à la personne, ce qui nécessite également une grande capacité d'écoute. Donc oui, faire l'école des plantes, c'est emmagasiner des heures et des heures de cours. Pour vous donner une idée, voici 3 ans de cours à l'école des plantes de Paris. Et encore, on ne voit pas dans ce tas les sorties sur le terrain et les notes que pour ma part, je prenais au format numérique. On y trouve des cours sur les plantes médicinales, certes, mais aussi des cours sur les huiles essentielles, des cours d'anatomie, de physiologie, d'histologie végétale, de chimie et de biochimie, bien évidemment une très grosse partie de botanique, de la galénique, des ateliers de teinture végétale sur les épices, des cours sur la réglementation, des stages sur le terrain, sans oublier les cours de reconnaissance des plantes fraîches et sèches qui sont primordiaux à l'école des plantes de Paris. Puisque pour espérer avoir la mention herboriste sur le diplôme de l'école des plantes de Paris, il faut une note supérieure à 19 sur 20 à l'épreuve de reconnaissance des plantes sèches.
En fait, c'est exactement la même épreuve que passaient les herboristes avant 1941. On vous fait rentrer dans une salle, devant vous 50 assiettes remplies de plantes séchées, émiettées comme vous trouvez dans les sachets de tisane, et en 50 minutes, vous devez noter pour chaque plante son nom vernaculaire, son nom latin qui comprend le genre et l'espèce, la famille botanique, en latin également, et la partie utilisée, c'est-à-dire feuilles, racines ou autres. Et bien évidemment, une erreur d'orthographe dans les noms latins enlève des points. Et vu qu'il faut une bonne minute pour écrire ces informations, 50 minutes pour 50 plantes, c'est court. Si vous obtenez une note inférieure à 19 sur 20, si vous avez la moyenne générale sur toutes les épreuves, vous avez quand même le diplôme de l'école des plantes, mais sans la mention herboriste. Si vous vous demandez combien j'ai eu à cette épreuve, j'ai eu 19,56 et je ne cache pas ma joie. Si cette épreuve vous fait peur, je crois que l'école des plantes de Lyon ne la fait pas passer. En tout cas, c'est à mon sens une condition impérative pour se lancer dans ce métier, être formé dans une école sérieuse de plantes médicinales, comme celle de Paris ou de Lyon. Bien évidemment, à ce cursus, il faut ajouter un gros travail personnel d'études et d'analyse de divers ouvrages, de publications de recherche, des thèses de diplômés en pharmacie qui ont pris pour sujet les plantes ou les huiles essentielles. On doit en permanence enrichir son savoir, ce qui aiguise ainsi son esprit critique, et surtout, ça nous permet de voir que certains ouvrages ne sont pas du tout à conseiller tant ils sont remplis de savoirs obsolètes ou simplement faux. Maintenant, que peut-on faire une fois qu'on a fait l'école des plantes? Là, c'est un peu plus compliqué. Certes, il arrive qu'on trouve des opportunités dans des boutiques de plantes médicinales, un magasin bio, une parapharmacie, un producteur de plantes médicinales ou d'huile essentielle, une activité en rapport avec les plantes, mais la majorité du temps, il est plus simple de créer son propre emploi. C'est en tout cas la voie que j'ai choisie puisque deux choses me tenaient à cœur, le conseil et la transmission via mes formations, mes stages, mes sorties botaniques ou mes ateliers. Si vous voulez plus d'informations sur ce que je propose, vous avez le lien vers mon site en description comme d'habitude. Des personnes de ma promotion, ou d'autres promotions d'ailleurs, ont fait des choix différents. Une s'est installée pour faire des produits à base de plantes, une autre organise des ateliers thématiques, une autre s'est lancée dans la production de plantes médicinales, et une autre enfin fait également du conseil. Je vous mets les liens dans la description si vous voulez vous faire une idée de la diversité des parcours. En tout cas, que vous le fassiez pour vous reconvertir ou pour votre usage personnel, on a tout intérêt à avoir un minimum de connaissances sur les plantes médicinales. Si vous voulez comprendre pourquoi, vous pouvez regarder cette vidéo. Et si vous voulez savoir si on peut se former en ligne, c'est par là.